Bienvenue à l'Alliance française de Chicago et à la lecture de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je vais vous lire ce soir les 2 derniers chapitres du roman dans la deuxième partie. Il s'agit du chapitre 11 et du chapitre 12 qui viennent clore ce roman. Chapitre 11. Nous ne nous retrouvâmes qu'au dîner, tous deux anxieux de ce tête-à-tête si brusquement reconquis. Je n'avais absolument pas faim, lui non plus. Nous savions tous les deux qu'il était indispensable qu'Anne nous revînt. Pour ma part, je ne pourrais pas supporter longtemps le souvenir du visage bouleversé qu'elle m'avait montré avant de partir, ni l'idée de son chagrin et de mes responsabilités. J'avais oublié mes patientes manœuvres et mes plans si bien montés. Je me sentais complètement désaxée, sans reine ni mort, et je voyais le même sentiment sur le visage de mon père. « Crois-tu, dit-il, qu'elle nous ait abandonnés pour longtemps ?»« Elle est sûrement partie pour Paris, dis-je. »« Paris, murmura mon père rêveusement. Nous ne la reverrons peut-être plus. » Il me regarda désemparé et prit ma main à travers la table. « Tu dois m'en vouloir terriblement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. En rentrant dans le bois avec Elsa, Enfin, je l'ai embrassée, et Anne a dû arriver à ce moment-là, et je ne l'écoutais pas. Les 2 personnages d'Elsa et de mon père enlacés dans l'ombre des pins m'apparaissaient vaudevillesques et sans consistance. Je ne les voyais pas. La seule chose vivante et cruellement vivante de cette journée, c'était le visage d'Anne, ce dernier visage marqué de douleur, ce visage trahi. Je pris une cigarette dans le paquet de mon père, l'allumai. Encore une chose qu'Anne ne tolérait pas, que l'on fumât au milieu du repas. Je souris à mon père. Je comprends très bien. Ce n'est pas ta faute. Un moment de folie, comme on dit. Mais il faut qu'Anne nous pardonne, enfin, te pardonne. Que faire, dit-il. Il avait très mauvaise mine. Il me fit pitié. Je me fis pitié à mon tour. Pourquoi Anne nous abandonnait-elle ainsi, nous faisait-elle souffrir pour une incartade, en somme? N'avait-elle pas des devoirs envers nous? Nous allons lui écrire, lui dis-je, et lui demander pardon. C'est une idée de génie, cria mon père. Il trouvait enfin un moyen de sortir de cette inaction pleine de remords où nous tournions depuis 3 heures. Sans finir de manger, nous repoussâmes la nappe et les couverts. Mon père alla chercher une grosse lampe, des stylos, un encrier et son papier à lettres, et nous nous installâmes l'un en face de l'autre, presque souriants, tant le retour d'Anne par la grâce de cette mise en scène nous semblait probable. Une chauve-souris vint d'écrire des courbes soyeuses devant la fenêtre. Mon père pencha la tête, commença d'écrire. Je ne puis me regarder sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté. Je ne puis me rappeler, sans un sentiment insupportable de dérision et de cruauté, les lettres débordantes de bons sentiments que nous écrivîmes ce soir-là à Anne. Tous les deux, sous la lampe, comme 2 écoliers appliqués et maladroits, travaillant dans le silence à ce devoir impossible, retrouver Anne. Nous fîmes cependant 2 chefs-d'œuvre du genre, pleins de bonnes excuses, de tendresse et de repentir. En finissant, j'étais à peu près persuadée qu'Anne n'y pourrait pas résister, que la réconciliation était imminente. Je voyais déjà la scène de pardon pleine de pudeur et d'humour. Elle aurait lieu à Paris, dans son salon, Anne entrerait et... Le téléphone sonna. Il était 10 heures. Nous échangeâmes un regard étonné puis plein d'espoir. C'était Anne. Elle téléphonait qu'elle nous pardonnait, qu'elle revenait. Mon père bondit vers l'appareil, cria « Allô ?» d'une voix joyeuse. Puis il ne dit plus que « Oui, oui. » « Où ça ?»« Oui. » D'une voix imperceptible. Je me levai à mon tour, la peur s'ébranlait en moi. Je regardais mon père et cette main qu'il passait sur son visage d'un geste machinal. Enfin il raccrocha doucement et se tourna vers moi. « Elle a eu un accident, dit-il, sur la route de l'Estérel. Il aura fallu du temps pour retrouver son adresse. Ils ont téléphoné à Paris et là on leur a donné notre numéro d'ici. » Il parlait machinalement sur le même ton et je n'osais pas l'interrompre. L'accident a eu lieu à l'endroit le plus dangereux. Il y en a eu beaucoup à cet endroit, paraît-il. La voiture est tombée de 50 mètres. Il eût été miraculeux qu'elle s'en tire. Du reste de cette nuit, je me souviens comme d'un cauchemar. La route surgissant sous les phares, le visage immobile de mon père, la porte de la clinique. Mon père ne voulut pas que je la revoie. J'étais assise dans la salle d'attente sur une banquette. Je regardais une lithographie représentant Venise. Je ne pensais à rien.
Une infirmière me raconta que c'était le 6e accident à cet endroit depuis le début de l'été. Mon père ne revenait pas. Alors je pensais que par sa mort, une fois de plus, Anne se distinguait de nous. Si nous nous étions suicidés en admettant que nous ayons eu le courage, mon père et moi, c'eût été d'une balle dans la tête, en laissant une notice explicative destinée à troubler à jamais le sang et le sommeil des responsables. Mais Anne nous avait fait ce cadeau somptueux de nous laisser une énorme chance de croire à un accident, un endroit dangereux, l'instabilité de sa voiture. Ce cadeau que nous serions vite assez faibles pour accepter. Et d'ailleurs, si je parle de suicide aujourd'hui, c'est bien romanesque de ma part. Peut-on se suicider pour des êtres comme mon père et moi, des êtres qui n'ont besoin de personne, ni vivants ni morts? Avec mon père d'ailleurs, nous n'avons jamais parlé que d'un accident. Le lendemain, nous rentrâmes à la maison vers 3 heures de l'après-midi. Elsa et Cyril nous y attendaient, assis sur les marches de l'escalier. Ils se dressèrent devant nous comme 2 personnages falots et oubliés. Ni l'un ni l'autre n'avait connu Anne, ni l'un ni l'autre ne l'avait aimée. Ils étaient là, avec leurs petites histoires de cœur, le double appât de leur beauté, leur gêne. Cyril fit un pas vers moi et posa sa main sur mon bras. Je le regardais. Je ne l'avais jamais aimé. Je l'avais trouvé bon et attirant, j'avais aimé le plaisir qu'il me donnait, mais je n'avais pas besoin de lui. J'allais partir, quitter cette maison, ce garçon et cet été. Mon père était avec moi, il me prit le bras à son tour et nous rentrâmes dans la maison. Dans la maison, il y avait la veste d'Anne, ses fleurs, sa chambre, son parfum. Mon père ferma les volets, prit une bouteille dans le frigidaire et 2 verres. C'était le seul remède à notre portée. Nos lettres d'excuses traînaient encore sur la table. Je les poussai de la main, elles voltigèrent sur le parquet. Mon père, qui revenait vers moi avec le verre rempli, hésita, puis évita de marcher dessus. Je trouvais tout ça symbolique et de mauvais goût. Je pris mon verre dans mes mains et l'avalai d'un trait. La pièce était dans une demi-obscurité. Je voyais l'ombre de mon père devant la fenêtre. La mer battait sur la plage. Et maintenant le dernier chapitre, le chapitre 12. À Paris, il y eut l'enterrement par un beau soleil, la foule curieuse, le noir. Mon père et moi serrâmes les mains des vieilles parentes d'Anne. Je les regardais avec curiosité. Elles seraient sûrement venues prendre le thé à la maison 1 fois par an. On regardait mon père avec commisération. Webb avait dû répandre la nouvelle du mariage. Je vis Cyril, qui me cherchait à la sortie. Je l'évitais. Le sentiment de rancune que j'éprouvais à son égard était parfaitement injustifié, mais je ne pouvais m'en défendre. Les gens autour de nous déploraient ce stupide et affreux événement, et comme j'avais encore quelques doutes sur le côté accidentel de cette mort, cela me faisait plaisir. Dans la voiture, en revenant, mon père prit ma main et la serra dans la sienne. Je pensais « Tu n'as plus que moi, je n'ai plus que toi, nous sommes seuls et malheureux. » Et pour la première fois, je pleurais. C'étaient des larmes assez agréables, elles ne ressemblaient à rien à ce vide terrible que j'avais ressenti dans cette clinique devant la lithographie de Venise. Mon père me tendit son mouchoir sans un mot, le visage ravagé. Durant 1 mois, nous avons vécu tous les 2 comme un veuf et une orpheline, dînant ensemble, déjeunant ensemble, ne sortant pas. Nous parlions un peu d'Anne parfois. Tu te rappelles le jour que nous en parlions avec précaution, les yeux détournés par crainte de nous faire mal, ou que quelque chose venant à se déclencher en l'un de nous ne l'amène aux paroles irréparables. Ces prudences, ces douceurs réciproques eurent leur récompense. Nous pûmes bientôt parler d'âme sur un ton normal, comme d'un être cher avec qui nous aurions été heureux, mais que Dieu avait rappelé à lui. J'écris Dieu au lieu de hasard, mais nous ne croyons pas en Dieu. Déjà bien heureux en cette circonstance de croire au hasard. Puis un jour, chez une amie, je rencontrai un de ses cousins qui me plut et auquel je plus. Je sortis beaucoup avec lui durant 1 semaine avec la fréquence et l'imprudence du commencement de l'amour, et mon père, peu fait pour la solitude, en fit autant avec une jeune femme assez ambitieuse. La vie recommença, comme avant, comme il était prévu qu'elle recommencerait. Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques, et je sais bien que sa nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin,
Nous ne relouerons pas la même villa, mais une autre, près de Juan-les-Pins. Seulement quand je suis dans mon lit à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne. Je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse. Voilà, je vous remercie. C'était la fin ce soir. J'espère que ça vous a plu et que vous relirez vous-même. Bonjour, tristesse. Au revoir.